Madame, Monsieur, bonsoir. Sur la brèche de ce soir, le plaisir de recevoir un ancien de la télévision nationale. Votre chaîne, vous le savez, souffle 60 bougies cette semaine. En accord et en couronnement des festivités, Léopold-Marie Alfred Ntiema joint sa voix à la mienne pour dire un joyeux anniversaire à l'ensemble du personnel et à tous ceux qui nous ont précédés. Alfred Ntiema, bonsoir. Bonsoir, Madame Ouattara. Alors, vous êtes un ancien de la télévision, vous êtes bien connu. Et qu'est-ce que déjà ça fait comme effet de vous retrouver de l'autre côté de la caméra, de ne pas être celui qui tend le micro? Ben, ça donne une impression tout de même bizarre, mais quand même, il faut s'y conformer. Il y a des moments dans la vie où on se retrouve d'un côté comme de l'autre de la caméra. J'ai eu le plaisir pendant longtemps de me retrouver d'un côté et d'en parler, de parler aux gens, mais aujourd'hui, je suis de l'autre côté, apparemment objet de questionnement, objet de certaines, certaines questions que vous allez justement me poser. Vous adresser, en tout cas, sachez que pour moi, ce n'est pas un exercice facile de me retrouver face à mon directeur, mais enfin, on va s'y prêter. Alors, de la période où vous avez exercé à nos jours, vous avez eu le temps d'observer certains changements qui sont intervenus au niveau de la télévision nationale. Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui comme regard, comme lecture de ces différents changements? Effectivement, il faut dire que j'ai commencé à travailler ici comme stagiaire en 95 déjà. Le 23-26 janvier, je crois, 95. À l'époque, on n'avait pas un certain nombre de commodités, de facilités techniques que vous avez aujourd'hui. Mais avec le temps, ça a évolué. Ça a évolué et au fil des ans, je crois qu'il y a eu de l'amélioration, il y a eu de la célérité sur le plan aussi bien technique que dans les contenus. Et je crois que les choses ont évolué positivement, mais il reste encore à faire. Il reste encore beaucoup à faire parce que l'évolution technologique est très rapide et il faut adapter l'évolution technologique aux besoins d'information et au traitement de l'information pour les diffuser sur les chaînes que nous gérons ou que vous gérez et que vous animez. D'accord. Alors, vous avez suivi une formation scientifique et curieusement, vous décrochez un baccalauréat littéraire après le secondaire en 87. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer donc cela? Oui, c'était tout simple. Vous savez que j'avais des parents qui étaient tous deux fonctionnaires. Quand vous aviez à l'époque des parents fonctionnaires, vous n'avez pas droit à la bourse. Et j'étais payant, en fait, externe payant. J'ai été interne payant d'abord. C'était un concept. On vous mettait à l'internat et vos parents payaient une certaine somme. Et comme ils étaient tous deux fonctionnaires, on n'a pas droit à la bourse, ils devaient payer. Mais après, à l'externat aussi, il faut payer. On n'avait pas droit à la bourse. Donc, il fallait privilégier ceux dont les parents, effectivement, n'avaient pas supposé des ressources pour pouvoir scolariser leurs enfants convenablement. Ce qui fait que à un certain moment, on était devenus nombreux au niveau de la famille à être pris en charge. Mais ce qui a un peu gêné un peu, c'était par rapport à la période révolutionnaire où nos parents ont été licenciés, tous les deux. Il n'y avait plus de ressources pour payer les études, c'était compliqué, alors que nous étions déjà en seconde, première, terminale. Il fallait payer à chacun 70 000 pour certains, et c'était compliqué, il n'y avait pas de ressources du tout. Et finalement, bon, j'étais en série D. J'ai essayé, il fallait la série D, vous comprenez, il fallait des annales, il fallait de la concentration. Et quand vous avez tous ces problèmes, c'était pas évident. Donc, je me suis rendu compte en réalité que j'étais beaucoup plus littéraire. Et à un certain moment, je me suis dit, mais attends, tant qu'à y faire, comme tu as de bonnes notes en littérature, tu as des prédispositions, autant basculer au niveau du bac basculer vers le bac A4, qui n'était pas aussi facile, parce qu'avec la philosophie et ainsi de suite, il fallait vraiment lire beaucoup. Et ça, on lisait beaucoup parce que les parents étaient tous des enseignants, et on lisait, on avait beaucoup de documents à la maison, et on faisait beaucoup de lectures. Je crois que dans la famille, beaucoup sont plus penchés vers les séries littéraires que les séries scientifiques. Quelques-uns se distinguent, c'est vrai, mais bon, dans la majorité, je crois que c'était le cas. Et c'est ce qui a fait que j'ai passé le bac A4 en candidat libre, et je l'ai eu
contrairement aux 2 fois que j'ai passé le bac D que je n'ai pas eu. Voilà, ça n'avait pas marché. Et vous êtes d'une fratrie de 9 enfants? Nous sommes 9, 8 encore en vie, malheureusement décédés avec les parents. Voilà. D'accord. Alors, et juste après le bac en 87, vous postulez en 88 pour une bourse soviétique. Et bingo, vous avez décroché cette bourse. Est-ce que tout ceci était surtout guidé par le désir de vous trouver quelque chose à faire, ou bien c'était un réel désir d'aller en Russie? Vous savez, ce n'était pas tellement le désir d'aller en Russie, c'était le désir de faire des études en journalisme. Parce que lorsque j'ai eu le bac A4 en 87, je suis allé pour m'inscrire à l'université de Ouagadougou. En ce moment, je croyais qu'il y avait toujours la branche journaliste. Et quand je suis parti, pour augmenter les chances, on n'avait pas vraiment de personnes ressources pour nous orienter, pour augmenter les chances d'être dans la branche que je voulais. Alors, j'ai été écrire sur les demandes-là dans les 3 options, journalisme, journalisme, journalisme. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Et finalement, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai eu une opportunité au niveau de la direction de l'orientation des bourses, qu'on appelait DOB à l'époque. Et c'est à ce niveau-là que j'ai entendu parler de bourses qui pouvaient me permettre de faire du journalisme. Il y avait vraiment des bourses pour ça. Et je suis allé m'inscrire. Et ça a marché. Je suis parti tout satisfait parce que c'est ce que je voulais faire. Parce que quand j'étais petit, voilà, les parents qui étaient abonnés à un journal qui était catholique, je crois que c'est Afrique Nouvelle, qui était édité à Dakar et envoyé aux différents fonctionnaires. Je lisais beaucoup et ça me plaisait vraiment et ça me faisait découvrir le monde, découvrir d'autres personnes. Je m'enfermais dans une bulle. Voyager à travers la littérature. À travers la littérature. Et voilà, je crois que c'est sur cet aspect-là. Alors que le grand frère, paix à son âme, avait souhaité qu'on soit des ingénieurs parce que ça fait classe, ça fait vraiment quelque chose de... Mais moi, je suis parti à la littérature et je crois que ça m'a plu. Ça vous a fait du bien. Alors, une fois en Russie, comment les choses se sont passées? Une fois que vous déposez vos bagages, voilà, comment commence l'aventure? Alors, il faut dire que d'abord, quand on nous a convoqués pour aller en Russie, c'était la première fois aussi de prendre l'avion, on était dans un vol spécial de 130 personnes. Parce qu'on était nombreux à aller en Russie. Il y avait au moins 130 pour le premier convoi. Je ne sais plus, je pense qu'il y avait 2 ou 3 convois. Oui, tous étudiants qui partaient pour étudier. Il y avait ceux qui avaient déjà fait l'université et qui avaient déjà redoublé, qui n'avaient pas vraiment beaucoup de chance. Il y a ceux qui postulaient pour la première fois une bourse, parce que technique ou parce que voilà, ça répondait à leurs soucis. Et il y avait les opportunités que nous avons eues de pouvoir y aller. Et nous avons pris l'avion, nous sommes partis, escale à Tripoli, ensuite on a fait une escale à Malte, et puis après on est parti maintenant à atterrir à Moscou. Grand aéroport, pour la première fois on est arrivé, il faisait froid, un froid quand on a mis le nœud dehors, on a couru rentrer, en l'intérieur on a dû nous amener des couvertures, en tout cas des équipements pour qu'on puisse sortir, rentrer rapidement dans les bus et aller dans les chambres parce qu'on est parti, c'était en septembre, c'était juste voilà, à la période où commençait le froid. Et nous sommes arrivés. Et on nous a reçus et on a fait tous les examens parce qu'à l'époque, il faut le savoir, il y avait les craintes de VIH, SIDA et tout ça, ça commençait à parler et tout. On a fait des examens et puis on nous a dispatchés maintenant dans différentes villes pour faire l'année préparatoire qui consistait à apprendre la langue. Et j'ai été envoyé au Kazakhstan, une autre république, là-bas, une des 15 républiques de l'Union soviétique, où j'ai fait l'année préparatoire en langue carrément, et je vous dis que ça a été intéressant, ça a été édifiant. Et comment s'est passée cette formation? Elle a été très bien, parce qu'en fait, les gens craignent le russe, mais le russe a des termes similaires au français. Les gens, quand ils entendent le russe, ils pensent que c'est quelque chose de très barbare, de très russe. C'est l'image qu'on a collée, que peut-être l'Occident a collée à ce pays. Mais sinon, il y a des mots français qu'on retrouve dans le russe. Organiser, par exemple, on dit organiser ça nous a facilité. Et vous savez, la plupart des étudiants burkinabés qui étaient là-bas avaient déjà un niveau assez élevé, assez bon. Certains avaient déjà fait une année d'université, d'autres pas, qui venaient de gagner le bac. Et à l'époque, l'enseignement au Burkina avait sa valeur. Et donc, quand on est arrivé, c'était très facile. Et ils avaient des méthodes qui nous permettaient d'apprendre plus facilement. Ils avaient ce qu'ils appellent les lingaphones. C'est-à-dire que c'était des équipements audio. On vous apprend à prononcer, vous écoutez, vous mettez les casques et après on vous met dans la rue. Vous sortez, vous discutez avec les gens, vous partez faire vos emplettes par vous-même
et vous découvrez un peu les mots et très facilement. C'était un apprentissage très pratique. Très pratique. Qui vous a permis de vous adapter assez rapidement. Et on nous logeait avec des soviétiques, avec des gars de différentes nationalités pour qu'on puisse parler, échanger, favoriser les échanges. Et des fois, c'est pas tellement commode, mais bon, on s'y est adapté et je crois qu'on s'en est sorti. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu envie de rester en Russie, d'y faire carrière, par exemple? Non, ça a été difficile parce que vous savez, quand on n'est pas chez soi, et surtout que c'est le premier pays dans lequel j'ai atterri, où il y avait quand même des éléments contraignants qui ne pouvaient pas me permettre de m'épanouir là-bas, on était toujours soit en cité, soit en classe parce que on n'était pas tellement bien vu par certaines personnes. Voilà, mais il y a des gens... Est-ce qu'à l'époque, vous avez été victime de racisme? C'était insidieux, c'était un peu pas révélé comme maintenant, agression, mais il y avait quand même des sentiments. C'est-à-dire quand vous rentrez dans le bus, vous approchez quelqu'un, il recule, vous rentrez dans un magasin, vous faites le rang, il s'éloigne un peu, mais il y en a qui s'approchaient. Ça peut aussi être dû à la peur de l'inconnu. Ils ne savaient pas, pour la plupart, qu'est-ce que c'est qu'un noir, qu'est-ce que c'est. On vous touche les cheveux pour savoir est-ce qu'il y aura des traces, le corps pour savoir s'il y aura des traces. Il y avait un peu de tout ça. Est-ce que la coloration va rester? Est-ce que ça va rester? Tout. Il y avait... Mais dans l'ensemble, ça allait parce qu'on ne remarquait pas cette violence. C'était pas violent et certains vraiment nous prenaient comme les leurs, hein, et ils étaient vraiment contents de savoir, de découvrir, d'apprendre que nous-mêmes nous parlons la langue. Et le fait que nous parlions la langue, ça facilitait les choses. Je crois que c'était ça, mais bon, il y a eu des éléments qui étaient un peu difficiles à gérer, et ça, on passe là-dessus. Vous avez fait combien d'années en Russie? En tout 6 ans, 1 année de langue et 5 années de formation. Et finalement, vous avez réussi à vous adapter au climat, au froid? On était tenu de s'adapter, on était obligé. On avait ce qu'on appelait des tenues de protection, les paltos, qu'on l'appelle, c'est des grands manteaux, les chapkas, c'est des chapeaux vraiment qui protègent. Mais après ça, en été, on vivait comme ici, on circulait en bras de chemise et tout, en t-shirt, on jouait ballon. C'est l'hiver qui, des fois, était très rude, surtout dans la ville où j'étais, c'était Saint-Pétersbourg. À l'époque, c'était Leningrad. C'est une des villes les plus froides. Il faisait très, très froid. Mais on s'est adapté. Mais des fois, quand vous n'avez rien à foutre dehors, qu'est-ce que vous partez chercher dehors quand il fait froid? Vous restez dans votre chambre avec le chauffage et je crois que ça va. On a pu étudier, il n'y a pas de souci. Et donc, après 6 ans, vous revenez au Burkina avec un Master of Arts et un certificat qui vous permet en principe d'enseigner le russe. Tout à fait. Et malheureusement, vous rentrez et le russe n'est plus enseigné au Burkina. C'est vrai que c'était la deuxième cartouche. D'abord, professionnellement, c'était le journalisme. Ensuite, la langue russe pour pouvoir enseigner au cas où. Mais quand on arrivait, bon, je crois que l'ambassade avait déjà... Voilà, on n'enseignait plus le russe dans nos écoles. Ça fait que, bon... On est resté là avec notre langue russe comme ça. Et puis c'était bonjour la galère et puis la chasse à l'emploi. Oui, tout à fait. Quand on est arrivé, c'était pas aisé, c'était pas facile. On a dû aller s'inscrire à l'ONPE à l'époque. L'agence actuellement à l'ANPE, en attendant des recrutements. Et on a eu quand même l'idée de venir déposer des demandes dans les différents médias. Et j'ai eu la chance d'être retenu à la RTB. Et ça, c'était en janvier 95? C'était en 94 que j'ai déposé la demande et on m'a appelé en janvier 95 pour me dire que je pouvais commencer le 26 janvier. J'ai commencé un stage et je n'en suis plus ressorti que pour aller au ministère pour terminer ma carrière. Et c'est un stage qui a quand même duré, ça a un peu traîné. Après ça a traîné parce que de 95, on avait le stage comme ça non payé. Et après, bon, je crois qu'il y a eu besoin de personnel. Il n'y avait pas de pige en son temps d'abord. C'était au moins 1 année d'abord sans pige. Et après, on s'est demandé, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il faut reconnaître une chose, les anciens avaient vraiment le souci de nous mettre à l'aise. S'ils avaient la possibilité de nous mettre dans des reportages où il y avait un peu d'argent, ils nous mettaient là-dessus. Mais à condition que vous travailliez bien. Il fallait pas envoyer quelqu'un pour gagner de l'argent, mais pour faire un bon reportage. Et quand vous faisiez un bon reportage, on vous envoyait même dans des voyages à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir un peu d'argent. Et puis ensuite, le directeur en son temps, c'était Adama Barrow. Le rédacteur en chef, c'était Inoussa Kinda, avec son adjoint Rodrigue Barry. Nous ont dit, bon, écoutez, on a besoin de vous, mais on va essayer de vous accorder une pige pour que vous vous débrouillez avec ça en attendant, parce que les problèmes de recrutement se posaient. Et on avait une pige de 30 000 francs qui nous servait à mettre du carburant et ça allait. La vie n'était pas si chère que ça. Donc ça allait et puis on a commencé à travailler. Et puis finalement, il y a eu cette mesure nouvelle. Le ministre Mahmoudou
négocié, je crois, parce qu'il avait besoin de personnel au niveau des médias. Il a négocié, il y a eu le concours, on a passé et puis on a été admis. Et là, c'était en 98. En 98. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de ces reportages où on arrive à se faire un peu d'argent. Alors, de plus en plus, ce sont des pratiques qui sont décriées, que ce soit au niveau des écoles de journalisme ou au niveau des professionnels, pour deux raisons. Parce que parfois certains journalistes s'habituent à cela et ça devient un peu comme une obligation pour certains demandeurs de faire un geste à l'endroit de ces médias-là qui se déplacent pour recouvrir des événements. Et aussi... parfois, est-ce qu'en prenant ces genres d'enveloppes, ça ne contraint pas le journaliste au moment du traitement de l'information à vouloir mieux la faire voir justement par devoir de gratitude? C'est vrai, vous avez raison. Hein. Quand on prend de l'argent de quelqu'un, il est difficile d'être assez critique à l'endroit de ce qu'il fait. On est beaucoup plus complaisant. Mais je crois qu'il y en a qui sont restés dans leur position. Même si j'ai pris quelque chose, je vais rendre le travail de manière professionnelle. À ce qu'on ne me reproche pas quoi que ce soit. C'est-à-dire équilibre de l'information, traitement de l'information, vérification de l'information. Et voilà, je crois que c'était ça. Mais c'est vrai que l'autre problème aussi, c'est que dans la plupart des rédactions, surtout quand vous regardez dans le privé, vous voyez qu'on demande de donner des salaires décents aux journalistes. Mais les responsables, avec la convention collective, les responsables vous disent, nous n'avons pas assez de moyens, nous n'avons pas assez de revenus pour donner assez d'argent. Et ça se compense deux fois dans ce qu'on appelle les petits gombos. Mais malheureusement, c'est vrai ce que vous dites, ça peut jouer, ça peut influer sur le rendu. Mais je crois qu'il y a des gens qui s'efforcent, même dans cette pratique-là, à donner l'information de manière à ce qu'elle soit équilibrée et qu'elle soit moins reprochable possible. Sinon, ça devient un peu de la communication. Voilà. Alors, c'est en 2000 que vous faites votre expérience de la présentation télé, après avoir été intégré. Oui, tout à fait. En 2000, j'ai été un jour surpris lorsque le rédacteur en chef... Comment vous avez accueilli la nouvelle, justement, lorsqu'on vous dit Alfred Nthiema doit faire de la présentation? Ben, j'ai pas dormi, hein, ça je vous dis. Parce que quand le rédacteur en chef m'a appelé, il m'a dit, bon, écoute, il faut vous apprêter, à la fin de la semaine, vous allez commencer à présenter. J'ai dit, mais comment ça? Que oui, c'est comme ça va se passer. J'ai eu peur, je suis rentré à la maison, je me suis dit, mais moi, présenter, parce que bon, vous voyez, moi j'avais quelques petites blessures et tout, j'ai dit, mais il faut être télégénique, il faut être, voilà, et puis l'habillement, comment je vais m'habiller? Parce que bon, on avait quitté l'Union soviétique, les habits qu'on avait amenés ne nous correspondaient plus, on avait changé de forme et tout. Par rapport au climat et tout. Voilà, par rapport au climat et tout, et bon, ici, pour acheter, on était pigistes, c'est vrai qu'on a été intégrés, on commençait à avoir les premiers salaires, ce n'est pas dans l'habillement que vous allez mettre, on se demandait est-ce qu'on va nous donner des habits. Mais que nenni, on ne nous a rien donné et il fallait le faire. J'ai commencé à m'entraîner devant le miroir comme on m'a appris à l'école. Il fallait s'asseoir, prendre un texte, lire devant un miroir et se regarder pour voir est-ce que je pourrais. Vous faisiez des autocritiques. Voilà, et tout. Et finalement, c'était un samedi, moi je suis arrivé pour présenter le journal. J'étais tranquille jusqu'à ce que Benjamin, qui a fait le 21, annonce. À 22h, vous allez suivre le journal avec Alfred Nthiema. Mon cœur a sauté, j'ai commencé à paniquer. Mais j'étais rassuré parce que Innocent Kinda, le rédacteur en chef, je crois qu'il a senti le stress d'un nouveau présentateur. Exactement. Et il est venu ce jour, il partait au cinéma avec son épouse. Il est venu me regarder, il m'a demandé, ça se passe comment? J'ai dit oui, ça va. Est-ce que tu pourras? Comme je l'ai vu, ça devenait un défi pour moi. J'ai dit non chef, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller, ça va. Il a regardé le classement, parce qu'on n'avait pas de chef d'édition. Est-ce que j'ai bien classé? Mais j'ai pris le soin de demander à Benjamin, qui était mon aîné, de m'aider à classer. Elle a classé, elle a trié, parce que le journal de 22h, c'était 15 minutes. Donc, et je suis monté à l'antenne. J'ai annoncé, machin, et j'ai révisé les phrases, et il fallait être le plus bref possible pour ne pas faire des erreurs. J'ai fait des phrases courtes, j'ai lu, à la fin, il y a eu une certaine clameur de l'autre côté de la baie, les réalisateurs qui ont applaudi, c'est bien le journal. Et ça vous a rassuré? Ça m'a rassuré, j'ai dit je suis devenu quelqu'un. Mais je vous assure que ce jour-là, malheureusement, j'avais une veste qui était rouge. Justement, une veste que vous avez achetée à la Maison du Peuple? À la Maison du Peuple, on n'avait pas de ressources. 7500 que j'avais. Et à l'époque, il semble que bon nombre de présentateurs avaient ce lieu comme référence. Mais si vous aviez un salaire de combien? 80, combien? Alors que les vestes, quand vous allez les payer dans les grandes surfaces, c'est 150
000, 200 000. Vous allez faire comment? Donc on partait s'approvisionner. Mais quand les ballots arrivaient, des fois on se donnait l'information, ah, il y a du nouveau dans tel coin, on partait, on cherchait les vestes les plus chaudes, on envoie au pressing, on redresse, on revient, on s'assoit et puis des fois les gens quand ils regardent, ça peut aller, mais des fois on prend des vestes qui ne sont pas tellement... Et justement votre veste rouge, comment elle a été accueillie par les téléspectateurs? Ça a été une histoire. Lorsque j'ai commencé à présenter le journal, je ne savais pas que la couleur allait être rouge vif à l'antenne. Parce que l'éclairage oui. a joué beaucoup. Alors, il y en avait une téléspeakerine qui était à l'hôtel, je crois, Silmandé, qui était passée par là, une ancienne qui a voulu regarder, elle suit de près, et je lui dis bonjour, Evelyne Lompo. Alors après, elle a regardé, elle me dit, mais qu'est-ce que quel majordome que vous avez mis à l'antenne comme ça là? Parce que bon, je ressemblais à un gars d'hôtel et tout, mais j'ai enlevé cette veste, je l'ai déposée, je ne l'ai plus portée. J'étais obligé d'aller encore économiser mon argent pour acheter d'autres vestes. Et puis bon, finalement, cet épisode est passé. Et c'est d'ailleurs l'une des difficultés de la présentation, parce que généralement, les présentateurs sont critiqués, lynchés sur les réseaux sociaux à cause de leur habillement. Alors que tout ça, il faut le déduire d'un salaire qui déjà en lui-même n'est pas suffisant. C'est vrai. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que, beaucoup de gens, quand on cause avec eux, pensent que les présentateurs sont habillés. C'est vrai qu'on a ce qu'on appelle une indemnité, qu'on appelait le code vestimentaire. À l'époque, je crois qu'on avait 11 000 francs par mois pour pouvoir... 11 000 francs par mois. Et quand vous économisez à l'année, même si vous ne touchez pas, ça vous fait 130 et quelques à l'année. Mais vous croyez qu'on peut sortir quelque chose de vraiment potable avec ça? Sans compter les chemises. Et quand vous prenez les femmes, les coiffures, les tenues, quelle chance, et les bijoux et tout, c'était compliqué. Donc les gens, ils nous en veulent pour rien, ils nous critiquent, ils nous insultent, mais la réalité c'est ça. On n'a réellement pas de tenue. Et l'indemnité qui est portée à ce stade, je crois que c'est une histoire de 30 000 maintenant. Même avec ça, ce n'est pas aisé. Avec ce qu'on dit, la vie chère, il faut se soigner. Sur le plan, par exemple, vous les femmes, il faut les coiffures, quand vous avez les mêmes coiffures pendant une semaine, être agréable à regarder. Il faut être agréable à regarder et il faut avoir quelque chose dans la poche pour être gai. Par exemple, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes nerveux, ça serait ça. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'accord. Il faut revoir ça. Alors, votre passage aux 22h a convaincu. Et là, vous faites le circuit normal, 22h15, 13h, et vous arrivez aux 20h. Oui, tout à fait, mais ça n'a pas été trop facile. Hein. On a duré aux 22 heures, bon, pour des raisons que je n'aimerais pas évoquer. Et puis finalement, un beau jour, on m'a appelé, on m'a dit, écoute, tu vas faire le 13h15. Mais j'étais déjà habitué aux 22 heures, honnêtement, parce que vous venez le matin en conférence de rédaction, vous suivez ce qui se passe, après vous avez des occupations, vous partez, vous revenez, et vous... C'était vraiment... Il faut des gens pour ça aussi, pour 22 heures. Je pense que la dernière édition, ce n'est pas une édition à minima, non. Je crois qu'il faut savoir travailler l'édition et les gens vont vous suivre, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Avec chaque édition, c'est des défis. Voilà, parce qu'il y a son public. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont encore au boulot à 20 heures et qui n'ont pas regardé l'édition et qui viennent et qui veulent se rattraper. Donc, la dernière édition leur permet d'être au courant de ce qui se passe au pays et à travers le monde. Je crois que c'était bien après le 20h, qui est une édition qu'on estime être édition de classe. Mais en réalité, je crois que chacun peut faire une édition une édition de classe. Quand vous regardez Jean-Pierre Pernaut, quand vous regardez le défunt Jean-Pierre Pernaut, vous regardez aujourd'hui certaines personnes, les gens ne suivent que les 13 heures parce que, en fait, ils font... Il avait sa manière de présenter son 13 heures, oui. Voilà. Tout à fait. Alors, l'une de vos particularités, bien sûr, quand vous êtes arrivé aux 20h, c'était ces faits de société auxquels vous avez habitué les téléspectateurs. Déjà, comment est-ce que l'idée vous est venue de terminer, de clore vos éditions par des faits de société et justement, comment dirais-je, un proverbe, c'est ça? Oui, et là, c'est toute une histoire, parce que là, honnêtement, même avant de venir commencer à présenter, j'avais remarqué que le 22h, dans les concessions, partout où il y avait une télévision, quand la dernière édition arrive, le générique, les gens se détournent. C'est comme si après ça, on attendait que le film de la fin de la soirée pour regarder. Après les publicités, bon, les gens se détournaient. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand je suis venu aussi, j'ai constaté avec amertume que c'était la même chose. Et je me suis dit, il faut
à défaut, parce que nous, la plupart de nos reportages, c'était des ateliers, des séminaires, ouverture, clôture, les audiences, des trucs. C'était compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de reportages de proximité. Je crois que c'est ça aussi qui faisait le problème. Je me suis dit, il faut amener les gens à regarder. Un jour, je suis tombé sur une DP et ça m'a rappelé des anciens qui avaient des manières de présenter. Et en Russie, on avait quelqu'un qui était un grand présentateur vedette aussi, qui passait par des proverbes du terroir pour amener les personnes âgées à suivre son édition. Je me suis dit, il faut conjuguer les choses. Mais ma chance a été qu'il y a des faits de société qui sont là. Je ne peux pas raconter des proverbes comme ça simplement. Je me suis dit, il faut raconter une histoire. Parce que notre rôle aussi, au-delà de l'information, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation. Donc, à travers les histoires que j'ai rencontrées, je me suis dit, on peut les adapter au contexte burkinabé, amener les Burkinabés à comprendre ce qui se passe à travers des faits de société et tirer une leçon. Et à la fin, il faut qu'on tire une leçon. Et c'est ce qui a fait que j'ai développé ça. Les premières fois, les gens étaient contents et m'apostrophaient. Mais comment tu fais? Il y en a qui ont dit ça va s'arrêter, ça va finir par s'arrêter un jour. Et tout. Non, et justement, comment vous trouviez l'inspiration d'avoir une nouvelle histoire chaque jour et une nouvelle citation pour appuyer cette histoire? Vous savez, quand vous aimez ce travail-là, vous êtes obligé de vous sacrifier. Donc, je lisais beaucoup. Et j'avais la chance, en ce moment, il y avait l'AFP, on était connecté à l'AFP qui fournissait des dépêches de ce genre. Il y en avait beaucoup. Il suffisait de s'asseoir à lire parmi une centaine, trier 2, 3 ou 4 pour la semaine en attendant de lire. Chaque fois que je venais et que je n'avais pas grand-chose à faire à la rédaction, que je n'étais pas occupé, je m'accrochais au télétype là et je regardais ce qu'il y avait comme information. Et ce qui a été facile encore, Internet est venu et avec Internet, il y a des sites sur lesquels on peut avoir ces informations-là et ça a été beaucoup plus aisé. Mais il faut lire beaucoup. Et comme vous vous condamnez à faire des choses qui plaisent, il faut vous sacrifier une bonne fois. On ne peut plus reculer. Hein. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, voici donc Alfred Nidjema qui gravit les échelons. Vous avez également été rédacteur en chef. Et après, vous vous retrouvez directeur de la télévision. Comment est-ce que vous avez vécu cette période? J'ai été surpris à un certain moment qu'on m'a appelé pour être... De la pratique, vous vous retrouvez dans le management des hommes. Oui. Comment ça s'est passé? À un certain moment, je crois qu'après près d'une dizaine d'années de présentation, à un certain moment, je ne sais trop comment expliquer, mais on m'a fait appel pour être rédacteur en chef adjoint, chargé de la programmation des reportages, pour seconder le rédacteur en chef qui était Arsène Evadis Kaboré. Alors, là aussi, ça a été passionnant parce que j'ai découvert beaucoup de choses. Le management des hommes. Vous faites la programmation, vous avez des difficultés pour trouver les hommes qui sied, ça murmure, ça raconte beaucoup de choses, on ne veut pas aller, c'était difficile. Et finalement, bon, on a passé ce cap et un beau jour, on m'a appelé pour me dire, ah, à la faveur des changements, on avait besoin de toi pour diriger la télé. Je me suis posé des questions, ah, ça c'est compliqué là. Parce que je n'ai pas fait une formation de management des hommes et tout. On m'a dit non, tu peux y aller avec l'expérience que tu as. Finalement, j'ai été nommé directeur de la télé en 2013. Et puis bon, on a commencé à travailler. Ça a été là aussi une découverte. Parce que là aussi, vous vous rendez compte que quand vous étiez encore en bas avec tout le monde, vous vous plaignez. Vous dites, ah non, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ci, mais vous vous rendez compte à un certain moment. En réalité, vous n'avez pas les moyens. Et vous n'avez pas l'accompagnement de fois nécessaire. Vous posez des questions, pourquoi j'ai accepté le poste? Parce qu'on vous dit, il n'y a pas de caméra. On vous dit, il n'y a pas si. Vous faites le plaidoyer, vous pleurez, on va voir, ça vient. Vous savez, ce n'est pas prioritaire. Vous savez, il y a des engagements que l'État a pris, mais on va le faire, on va venir. Ça ne vient pas. Et la grogne monte. Et voilà. À votre corps défendant, vous êtes obligé d'avaler certaines couleuvres. D'avaler ces couleuvres-là, comme vous le voulez, que vous le voulez ou pas. Donc, ça a été comme ça et ça a été difficile. Est-ce qu'une fois à la direction de la télévision, vous avez changé votre vision des choses, l'analyse que vous étiez en train de porter aux choses par rapport à la période où vous étiez simplement un journaliste? Ah oui, tout à fait. Parce que lorsque j'étais journaliste, je pensais que beaucoup de choses pouvaient se faire aisément. Il suffisait de demander, on vous donnait. Il suffisait d'engager. Mais quand j'ai été directeur, je vous raconte juste une petite anecdote pour vous. Un jour, la télévision s'est coupée. J'étais encore au bureau vers 21h. Blackout au niveau de la télé. Pas de signal. Pas de signal.
je suis descendu, j'ai demandé aux techniciens qu'est-ce qui se passe. On m'a dit qu'il y a un fusible qui a sauté. Et ce fusible était stratégique. Ce n'est pas les fusibles qu'on peut payer à 1000 francs et tout. Un fusible de près de, je ne sais pas, entre 25 et 30 000. Mais en même temps, ils n'avaient pas de pièces de rechange. Et j'ai demandé à ce qu'on peut acheter sur le marché. Mais comment la procédure doit être engagée pour acheter? Il y a une longue procédure. Parce que la caisse de menu dépenses qu'on vous donne, vous n'avez pas le droit de dépenser plus de 15 000 francs. Alors, la pièce coûte entre 20 et 30 000. Donc, il faut fractionner. 15 000 francs mensuels? Non, par achat. Par achat. Si vous voulez acheter, par exemple, un équipement qui dépasse 15 000 francs, ah non, vous ne pouvez pas. Il faut fractionner. Il faut imaginer. Je dis, cette manière de gérer n'a pas été bien. Et donc, on n'a pas pu avoir la pièce. C'était la nuit. Il n'y avait pas de pièces de rechange. Parce que ce service-là n'a pas d'argent pour acheter des pièces de rechange et les déposer. Dans le budget, quand vous mettez, on dit non, quand le besoin se fera sentir, on va vous approvisionner. Ils n'ont jamais été approvisionnés. Et c'était assis. Pendant ce temps, ça venait de partout, ça appelait. Qu'est-ce qui se passe? Les coups de fil. La pression était là. Mais ce jour, les techniciens étaient là, ils me regardaient. Et aussi, ils étaient assis à leur corps défendant, ils ne pouvaient rien faire. Mais ils avaient l'astuce. À un certain moment, je pense qu'ils ont eu pitié de moi. Et ils ont eu pitié de la nation. Ils ont dit, nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire. Ils se sont levés, ils m'ont dit, directeur, allez à la maison, on va gérer. J'ai dit non, tant que ça ne démarre pas, je ne peux pas aller. Ils ont pris des fils, ils ont torsadé les deux bouts, comme c'est un fusible, ils ont mis. Et ils m'ont dit, directeur, ce que nous avons fait, c'est pour dépanner. Mais faites tout pour qu'on ait la pièce demain ou après-demain. Je vous assure. Et quelqu'un a dit... C'était juste un bricolage. Oui, c'est un bricolage. Et ils étaient ingénieux, hein, ces techniciens. Je les félicite d'ailleurs en passant. Mais je vous assure qu'en partant, quelqu'un m'a dit, de toute façon, ça va durer. Vous n'allez pas essayer. J'ai dit non, dès demain, on va... Justement, c'est la question que l'on se pose. Qu'est-ce qui explique qu'on a le sentiment qu'on ne tire pas leçon de ce que nous rencontrons comme mésaventures, de ce que nous avons rencontré comme difficultés? Parce que le même problème se pose aujourd'hui. Et un mois après, on va se retrouver confronté à la même situation. Alors que oui, à partir de la première situation, on aurait pu déjà prendre des dispositions pour éviter qu'une situation similaire ne se reproduise. Le problème, je pense à mon niveau, que c'est le mode de gestion de la télé ou des médias de services publics ou d'État, c'est selon, qui pose problème. Avant, on avait des régisseurs. Quand moi je suis arrivé, il y avait des régisseurs. Et dès qu'il y a un problème, les gars, ils s'en vont acheter, ils sortent les pièces justificatives, après on contrôle les gars. Il y avait plus de célérité. Il y avait plus de célérité, plus de facilité. Mais maintenant, il y a des procédures à n'en pas finir qui font que il y a une lourdeur financière. Et quand ça va arriver, on va vous appeler pour une pièce de je ne sais combien, pour une dépense de quelle valeur, pour une télévision, on dit qu'il faut qu'il y ait des concurrents qui postulent. Mais franchement, je crois qu'il faut changer ce mode. Parce que sinon, ça ne va pas. Justement, alors par rapport aux médias d'État, comme vous en avez parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de critiques qui sont portées à ces médias-là. À l'endroit, pour ce qui concerne les téléspectateurs, par exemple, on voit ces médias comme étant à la limite des caisses de résonance pour les gouvernants. Et parfois, ces gouvernants également estiment ne pas être pleinement satisfaits du travail que ces médias sont en train de fournir, parce que on estime qu'ils ne vont pas au fond de certains sujets et tout. Finalement, les journalistes ou ceux qui travaillent au sein de ces médias-là se retrouvent à être, comme diraient nos parents, des galettes grillées au recto et au verso. Nul n'est satisfait de leur travail. Comment est-ce que vous analysez justement cette situation? Ce que vous avez dit est juste. Vous savez, le problème qui se pose, c'est quoi? Il faut que les gens comprennent quelque chose. Le média RTB, les médias citoyens sont des médias d'État. Et les médias d'État sont dirigés tout comme les institutions étatiques. Il y a un certain nombre d'informations dont disposent ces responsables-là et qui impriment une vision, notamment la politique nationale de communication, à ces personnes-là. Quand vous êtes nommé DG, vous avez une lettre de mission. Et quand vous êtes nommé DG, vous nommez votre directeur, vous lui donnez des informations, vous lui donnez des indications, des directives. On ne peut pas refuser de travailler, à moins qu'on ne veuille quitter la structure. Et je crois qu'il faut que les gens comprennent ça et acceptent. Parce que l'État,
ne va pas financer. C'est l'État qui paie les salaires. C'est l'État qui achète les équipements, qui fait le recrutement. Si vous êtes dans ce domaine, si vous avez accepté tout ça et êtes dedans, acceptez que l'État aussi vous dise, nous avons besoin que vous orientez l'information là et là et là. Mais c'est vrai que le problème qui se pose aujourd'hui, il faut que l'État aussi mette de l'eau dans son vin pour comprendre que le besoin d'information actuellement au niveau des populations est très très pressant. Dans la mesure où nous avons une kyrielle d'autres médias qui peuvent, sur les mêmes endroits, sur les mêmes sujets, diffuser une information qui est autre que ce qu'on appelle la caisse de résonance. Quand vous prenez par exemple la télé, il est hors de question que la télé n'aille pas filmer une audience du chef de l'État, du président de l'Assemblée législative de transition ou du Premier ministre. Mais les autres médias là, sont libres d'aller. Vous voulez ou vous ne voulez pas, vous allez aller. Et puis de toute façon, vous savez, le média actuellement, la fierté que nous avons, c'est qu'en dernier ressort, les gens se réfèrent aux médias d'État pour voir quelle est la version officielle de l'information. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Mais il faut travailler, il faut continuer de dialoguer pour que les gens comprennent qu'il faut aller vers un seul objectif, traiter l'information de manière professionnelle. L'État n'a jamais dit à quelqu'un de trafiquer une information et de la diffuser. Il faut vérifier. Quand vous voyez que c'est bizarre, vous avez des termes. Vous pouvez, effectivement, nous on a eu des cas ici, on a 2 fois eu des émissions, on a invité des gens, des personnalités qui ne sont pas venues. Mais pour que l'opinion ne dise pas que nous sommes des vendus, que nous sommes si, on a posé des chaises vides et on a mis le nom de la structure qui n'est pas venu. Et après ça a été du bruit. On a risqué, mais finalement les gens ont compris que 2 fois c'est pas de notre faute. L'autre problème aussi c'est quoi? Vous savez que lorsqu'il y a une information, surtout à l'époque, je ne sais pas actuellement comment ça se passe, mais à l'époque, les autorités appelaient plutôt la presse internationale. On leur donnait la primeur de l'information. Quand vous arrivez, on dit attendez, on est en train de faire, on va organiser une conférence de presse, on est en train de rédiger un communiqué. Et cela était dû par le fait que les médias d'État n'ont pas encore le bon crédit au niveau des populations. Mais voilà, ça jouait. Ça jouait parce que chaque fois, les gens apprennent l'information par des médias extérieurs. Et à l'intérieur, nous, c'est 2 jours plus tard qu'on vient donner l'information, ou bien des heures plus tard, quelques heures plus tard qu'on donne. Donc il y avait comme... les gens pensaient que nous sommes négligents, on est incapables. Pourtant, on vous a dit non, calmez-vous. Mais vous savez qu'il y a des moments où on a envoyé des reporters pour faire des sujets vraiment sensibles. Mais dès que le reporter arrivait sur place, on demandait c'est à quel sujet. Lorsqu'il dit, on dit non. Justement, on est l'autorité qui appelle. Il s'agit de ces sujets qui sont censurés. Qui ne doivent pas passer. Vous avez la vraie information. Oui. Elle est bien traitée, mais elle ne doit pas être portée à la professionnelle. Parce que vous savez qu'à la RTB, dans les médias de services publics d'État, les journalistes sont bien formés, les techniciens sont bien formés, c'est parmi les meilleurs. À l'époque, c'était le réservoir. En termes de qualité. Aujourd'hui, si on vous dit, malgré votre compétence, à telle information, il faut faire attention, il ne faut pas la diffuser, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez que vous fâcher, vous ne pouvez pas expliquer ça à tout le monde, ou bien vous quittez le média. Mais vous quittez, vous allez où aussi? Alors, votre parcours en tant que directeur de la télévision s'est terminé assez difficilement. C'était avec justement le choc de l'insurrection populaire et les dégâts que la télévision nationale a connus. Tout à fait, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, lorsque on n'est pas libre de traiter l'information, lorsqu'on n'a pas l'information, la primeur de l'information, alors que les autres médias ont l'information, et surtout avec les réseaux sociaux qui ont émergé ces derniers temps, qui diffusent les informations rapidement, on a été un peu surpris, mais il fallait s'y attendre, que les événements des 30 et 31 octobre, les gens s'en prennent à la télé parce qu'ils estimaient qu'on on était partie prenante d'un des camps. Et pourtant, qu'est-ce que nous n'avons pas fait ici pour essayer de contrebalancer l'information? Vous aurez remarqué que pendant la période, il y a un certain nombre d'émissions qu'on avait voulu faire qui n'ont pas réussi. On a demandé à des gens, des constitutionnalistes, venez expliquer quels sont les problèmes qui sont. Bref, je crois que c'est un épisode qui est douloureux, que j'ai ressenti très douloureusement, juste toujours un peu... ça vous a marqué cet épisode? Ça m'a marqué parce que le fait de venir détruire, je crois qu'il ne fallait pas, moi je pense. Parce qu'on pouvait nous dire, quittez, on n'a plus besoin de vous, sortez.
mais préserver l'outil. Parce que le lendemain, on avait besoin de cet outil pour travailler, même si c'est avec d'autres personnes. Ça m'a marqué, je suis resté vraiment toujours dubitatif quant à l'action qui a été posée. C'est vrai qu'il y a un ressentiment fort qui était là. Il y avait un besoin d'information. Les gens étaient suffisamment fâchés. Parce que l'aspiration, c'était quoi? Que les gens prennent, je ne sais pas, donnent une information qu'eux, ils voulaient consommer. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et ça a été accumulé pendant longtemps. Je crois que c'est ça. Vous touchez vraiment du doigt ce problème, la télé nationale qui est discréditée auprès de l'opinion publique, et ceux pour qui la télévision est discréditée, qui eux également briment justement cette télévision-là en accordant la primeur de certaines informations aux médias internationaux. Voilà le problème. En fait, d'un côté comme de l'autre, vous avez une belle image, les gens à la télé, c'est comme une galette. De l'autre côté, au niveau du public, ils ne sont pas contents. Au niveau de l'autorité, on trouve que vous ne faites pas assez, mais vous n'avez même pas l'information et vous n'avez même pas le matériel pour travailler. Et quand vous avez même le matériel pour travailler, il se trouve qu'on vous bloque. Parce que tout simplement, vous voulez faire un travail donné, on vous dit non, 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 laissez tomber ça, on va trouver une solution, n'en parlez pas. Mais vous voyez, il y a un problème qui se pose. Mais heureusement, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'il y a il y a le revers de la médaille qui est en train de venir aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, les gens n'attendent pas tout ça. Les gens diffusent les informations. Diffusent des informations non vérifiées. Non vérifiées, non traitées. Et ça fait que rapidement, on ne se rabat encore sur les médias d'État pour dire « Ah, il y a telle information qui est parue ici, il faut venir organiser un truc. » Qu'est-ce que la voix officielle dit? Voilà, que la voix officielle, les gens attendent ça pour suivre. Et je crois qu'il faut que les gens fassent attention. Il faut qu'en termes de communication, en termes de traitement de l'information, les gens laissent la latitude aux responsables, aux agents de traiter l'information. Parce qu'il y a des structures qui sont là pour... il y a l'OBM qui est là, qui est capable de dire à tel organe, vous avez mal traité telle ou telle information. Il y a le Conseil supérieur de la communication qui est là. Il y a des institutions qui sont là pour réguler l'information. Mais lorsque on sent que l'État met trop la main à la pâte, en ce moment-là, c'est répulsif. C'est-à-dire que le public réagit et de manière légitime, mais malheureusement, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est les dégâts? Est-ce que vous avez le sentiment que les médias d'État sont incompris? Non, je ne pense pas que les médias d'État sont compris. Parce que dès lors que vous êtes journaliste dans un média d'État, on prend pour un affilié au système qui est là. Que ce soit un parti politique, que ce soit un groupe d'hommes, que ce soit une équipe, on vous dit, mais écoutez, vous êtes des vendus, c'est pas la peine. Et pourtant, non. Et pourtant, non. Et aujourd'hui, vous qui êtes un aîné dans la profession, comment est-ce que vous jugez le travail de vos jeunes frères et sœurs? Pour beaucoup, au niveau du journalisme, le niveau a considérablement baissé. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Quand on dit que le niveau a baissé, est-ce que les gens ont les moyens de travailler comme il se doit? Le niveau a baissé, ça veut dire quoi? Si c'est en termes de langage, des fautes, effectivement, on remarque qu'il y a des fautes. Il faut que les gens prennent le soin de donner les documents à corriger. Il n'y a pas de souci. Je crois qu'en interne, ça peut se gérer. Mais j'ai quitté, ça vaut une dizaine d'années. Je suis revenu, c'est quelques équipements que je vois qui sont là, c'est bien. Mais dans le fond, il y a toujours des problèmes d'équipement. Une télévision nationale digne de ce nom, qui a combien de véhicules, je ne sais pas trop. Qui a combien de caméras, je ne sais pas trop. Les conditions de travail des agents. Quand vous regardez les salles, il n'y en a pas assez. Les gens sont dans une grande salle comme ça en train de travailler. Vous ne pouvez pas travailler dans ces conditions. Et il y a un problème des tables de montage, tout. Et dès qu'il y a un problème, on prend 3, 4, 5, on vient, on remet, et on dit qu'on a remis, on applaudit, on se lève, on part. Mais non, il faut une politique d'équipement de la télé et attendre et demander des résultats. L'autre aspect aussi que je déplore, c'est qu'on demande toujours des recettes. Et j'ai remarqué depuis que je suis à la télé, depuis que le statut a changé, on attend l'Assemblée générale des sociétés d'État pour féliciter ceux qui font des recettes. La télévision, les médias d'État, les médias en général, leur problème c'est de donner de l'information. C'est de travailler à sensibiliser, à éduquer. Ça a un coût. C'est un coût. On ne va pas s'asseoir dire, bon, la télé, cette année-là, on vous réclame 1 milliard, de quoi? Vous voulez que les gens gagnent. En ce moment, quand on achète l'information, on ne fait que de la communication, on ne fait que de l'information. Et le problème, quand vous regardez,
La répartition financière, j'ai vu pendant longtemps, on a regardé sur les factures d'électricité. Beaucoup de gens pensent, ils interpellent. Taxe télé à l'époque. Maintenant, taxe pour le développement des activités audiovisuelles. Mais vous croyez que quelqu'un reçoit quelque chose ici? Beaucoup pensent que ce sont des retombées dans les caisses de la télévision nationale. De la télé, je ne pense pas. En tout cas, j'ai quitté depuis un bout de temps, c'est vrai, mais jusqu'à présent, je ne pense pas que la télé reçoit quelque chose là. On a des problèmes d'investissement. Il faut que les gens investissent. Il faut que les gens changent les paradigmes, comme on le dit, et donner les moyens à ces médias-là. Et je n'oublie pas le privé. Les médias aussi, au niveau privé, il faut que les accompagner. Et de manière conséquente, si on veut que l'une des difficultés également, c'est aujourd'hui on assiste à une pléthore de médias. Parce que dans le journalisme, c'est un métier assez ouvert qui accueille bon nombre de personnes. Est-ce que dans ces conditions, il devient facile pour l'État de pouvoir prendre soin de ces médias? Est-ce que c'est pas une grosse difficulté? Non, lorsque vous regardez au niveau du Conseil supérieur de la communication, il y a des règles pour avoir un journal. Il y a des règles pour le fonctionnement. Même lorsque la subvention de l'État est accordée, il y a un certain nombre de critères. Et je crois que ça suffit pour un peu déterminer qui peut survivre et qui ne peut pas survivre. On n'a pas besoin d'arrêter, il faut laisser les gens écrire leurs choses. Mais vous voyez de plus en plus, les gens vont dans le privé, les gens se désolidarisent des groupes de presse et ils créent leur propre structure. Surtout à travers les réseaux sociaux. Et de plus en plus, ça commence à marcher, mais à un certain moment, ce sera saturé. Parce que l'information, travailler l'information ici, c'est compliqué. Alors, à votre temps, on disait que les conférences de rédaction étaient assez houleuses. On disait que parfois l'ambiance était électrique parce que les journalistes défendaient leurs éléments bec et ongles. Oui, pour rien au monde, on ne voulait rater la conférence de rédaction. Dès le matin, dès que vous avez un élément ou pas, lorsque vous êtes absent, vous êtes malade. Parce que vous entendez, et c'est là on apprend encore, on se corrige. Mais depuis un certain temps, même quand j'y étais encore, lorsque vous prenez la conférence de rédaction, elle était vide. Les gens ne viennent pas. Quand ils viennent, ils ouvrent le cahier, vous regardez, c'est rien à signaler. On ne peut pas dire rien à signaler. Il faut toujours critiquer quelque chose. Mais les gens, des fois, prennent les choses, les critiques en mal. C'est pas parce qu'on a dit que Alfred Nikema a fait un reportage qui n'était pas digeste, qui n'était pas bon, qui a manqué d'équilibre, qui doit se fâcher contre la personne et chercher à savoir qui a dit ça, et puis sortir le demander pourquoi tu me dis ça, tu es contre moi. Non, c'est pour corriger, c'est pour améliorer. Et je crois qu'il faut que les gens acceptent ça. Si les gens acceptent ça, la conférence, c'est le lieu où l'on construit un nouveau modèle de connaissance. On apprend toujours des autres. À l'époque, mais quand vous ne venez pas en conférence, vous étiez malade. Quand vous revenez, vous voyez que c'est en retard, que vous êtes en retard, vraiment, vous étiez découragé. Mais même quand vous venez en retard, vous écoutez encore les anciens qui vous disaient « Ah, ton reportage !» Mais après la conférence, là, c'est fini, il n'y a pas de bagarre. On s'amuse ensemble, on cause ensemble, on prend un thé, un café ensemble, et puis c'est fini. Le lendemain, encore, on est là. Si vous faites des gaffes encore, on vous le dit. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens n'aiment pas la critique. Dès lors que vous formulez une critique, c'est la bagarre. Non, de toute façon, moi je suis venu avant toi. De toute façon, moi j'ai un niveau plus élevé que toi. Non, on apprend de tout le monde. Aujourd'hui, nos enfants nous apprennent à manipuler les androïdes. Voilà. Alors, est-ce que justement avec l'avènement de cette technologie, le boom des réseaux sociaux et tout, est-ce que vous pensez qu'il faut craindre pour l'avenir de la télévision traditionnelle? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que je pense qu'au contraire, c'est comme la plupart, je vais extrapoler pour le dire, c'est comme en politique, de nombreux partis se sont créés, ils vont s'en créer encore. Mais finalement, au bout du compte, ça devient comme une peau de chagrin, ça commence à se rétrécir. Il y aura toujours ça. Il y a des gens qui vont mener des aventures, qui peuvent être heureuses, mais il y aura des aventures malheureuses. Parce que gérer un organe, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Regardez la plupart des médias qui se sont ouverts, les télévisions qui se sont ouvertes là. Beaucoup ont du mal actuellement à survivre. Quand vous regardez les programmes, ils sont vides. Et c'est le lieu pour moi d'interpeller l'État. Hier, j'étais à la cérémonie d'ouverture, en fait, le lancement des activités marquant le 60e de la RTB. J'ai été heureux d'entendre le ministre de la Communication dire qu'il va mener un plaidoyer auprès du chef de l'État, auprès du président de l'ALT, afin qu'il puisse doter la télé d'équipements. Il a même précisé que les jours à venir, il y aura des équipements, il y aura quelque chose qui sera fait. Je souhaite que ce soit le cas, que ce soit fait, parce qu'on a besoin de programmes. La télévision
le Siroya, la radio nationale, ne serait-ce que ça, ces médias-là, ont besoin d'accompagnement pour effectivement accompagner tous les acteurs. Imaginez qu'il y ait des programmes d'agriculture, des programmes sur l'élevage, des programmes sur le cinéma. Vous voyez, depuis, la télévision a des problèmes pour réaliser des émissions, parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faut de la production, il faut mettre l'argent dans la production, il faut que les gens sortent. À l'époque, vous voyez, rappelez-vous encore, on avait une semaine à se faire, on avait 24 heures à... On partait au Faso, on partait dans une région, et ça avait été une idée formidable. Et les gens de la région se retrouvaient, il y avait plein de choses qui se faisaient, et on découvrait les potentialités de la région. Je crois que ça, il faut alimenter. Et puis les RTB, région, je crois que ça a été une idée géniale. Je m'appesantis, juste, j'ouvre une fenêtre sur ça pour dire, vous voyez, lorsque vous ouvrez une télévision dans une région donnée, qui va diffuser des programmes qui concernent ces personnes. Ce sont des chaînes de proximité. C'est des chaînes de proximité. Et ça va contribuer à développer ces régions-là. Et nous avons la chance que nous avons encore voilà, des éléments qui peuvent permettre de diffuser de transporter ces télévisions-là partout dans le monde. Nous avons par exemple la SBT qui peut faire des bouquets et partout où va se retrouver un ressortissant de cette province, il pourra avoir accès à l'information de chez lui de proximité. Et je crois qu'il faut relancer ces activités-là, je crois. Alors, Alfred N'Djamon, vous êtes un professionnel et je m'en voudrais donc de ne pas vous poser cette question. Le Burkina qui traverse des difficultés au regard de la situation sécuritaire. Et dans cette situation, la pratique du journalisme devient de plus en plus critique, entre guillemets, de plus en plus difficile. Alors, c'est une problématique qui se pose même à l'échelle mondiale parce que de plus en plus, on demande aux journalistes de traiter certaines questions en prenant parti. Le journaliste ne peut plus être à équidistance, il faut faire valoir la fibre patriotique. Vous, qu'est-ce que vous pensez justement de cette vision du traitement de l'information? Vous avez dit quelque chose d'important. Partout dans le monde, on assiste à ces pressions-là. Il y a des moments dans la vie des États où on a besoin de tous et de toutes pour mener un combat vital pour une nation. Rappelez-vous la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale. L'Union soviétique, par exemple, où j'ai vécu, ils ont mené des campagnes de propagande pour encourager et stimuler les combattants sur le terrain. Le général de Gaulle est parti en Grande-Bretagne et il a prononcé l'appel de Londres à travers les médias pour demander aux gens de se mobiliser, de se réveiller, aux partisans de se lever et de combattre. Je crois qu'à un certain moment, on doit faire fi de certaines considérations et puis aller vers l'essentiel, c'est-à-dire la sauvegarde de l'unité nationale, du territoire national. Parce que nous sommes assaillis par des gens, on ne les connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils veulent. Regardez, depuis 2 jours, on a appris vraiment avec joie qu'on est en train de réinstaller les populations dans ces zones. Mais depuis 2 jours que l'information passe, ils sont encore en train d'aller chasser les populations dans ces zones. La guerre sécurisée. Qu'est-ce que les hommes des médias doivent faire? Mais il faut encourager. Il faut encourager, pour moi, mais sans pour autant traverser l'information. Est-ce qu'un journaliste, par exemple, qui détient une information vraie, mais qui n'est pas forcément en faveur du contexte du moment, doit la diffuser ou bien il doit justement retenir cette information-là? Vous voyez, c'est en ce moment qu'on parle de responsabilité sociale du journaliste. Vous êtes, par exemple, je prends une localité donnée, vous êtes à Kaya, je prends l'exemple. Et vous voyez, vous êtes journaliste, vous voyez un convoi de militaires en train de se diriger dans une direction pour aller lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'il est bien séant, même si l'information est vraie, de diffuser qu'il y a une colonne de militaires qui est en train de quitter Kaya en direction de tel coin pour pouvoir aller lutter contre le terrorisme ou pouvoir sécuriser les zones? Dès lors que vous faites donner cette information, elle est vraie. Vous avez peut-être la liberté de le faire, mais vous portez sur vous la responsabilité de ce qui va arriver. Parce que si des groupes terroristes les attaquent parce qu'ils ont eu l'information par vous, qu'est-ce que vous allez dire?
Donc voilà un problème. À un certain moment, on demande aux gens non pas de ne pas parler, mais de vraiment réfléchir. Et lorsque le journaliste tombe par exemple sur une bavure d'une force de défense et de sécurité, qu'est-ce qu'il fait? Il dissimule l'information ou bien il apporte à la connaissance de l'opinion au risque justement de ternir ou d'affaiblir les actions de ces FDS-là? Non, le problème qui va se poser là, même au niveau des forces de défense et de sécurité, les bavures sont condamnées. Les bavures sont réprimées. J'ai entendu en tout cas le ministre de la Défense entend dire que vraiment on forme les gens au respect des droits de l'homme et que les bavures ne sont pas tolérées. Il est interdit lorsque on fait des captifs de ne pas faire ci. Je crois qu'en ce moment le journaliste, il peut le dire, mais tout dépend des termes qu'il utilise. Tout dépend des termes. Il faut peser les mots parce que les mots ont un sens. Ça peut être bénéfique comme ça peut être vraiment négatif. Et ça peut jouer sur le moral, effectivement, de certaines personnes. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. D'accord. Alors, Alfred Ntchema ne va pas bouder le plaisir de vous permettre de nous raconter une de vos anecdotes avant de refermer cet entretien. Tout le plaisir sera pour moi. Et ce fait de société, avant de nous quitter au Maroc, et depuis plus d'une année, une soi-disant sans domicile fixe, âgée d'une quarantaine d'années, battait les pavés de la petite ville d'Aït Aourir dans des vêtements déchirés et très sales pour Kémandé, originaire d'Agadir, où elle est propriétaire d'une maison. L'autoproclamée mendiante opérait dans le centre-ville de la station balnéaire, loin des regards indiscrets. Mais tenez-vous bien, afin de ne pas être débusquée, elle s'arrangeait toujours pour garer sa grosse voiture de luxe dans un endroit isolé. Mais c'était sans compter avec la vigilance des gendarmes. Surveillée depuis un moment, l'arnaqueuse s'est avérée être plus riche que la majorité des Marocains. L'enquête préliminaire a révélé qu'en plus d'une luxueuse voiture 4x4 neuve, la mendiante possédait une propriété privée dans la ville d'Agadir. Elle a été placée en garde à vue en attendant, bien sûr, d'être déférée devant le tribunal de première instance où elle devra répondre de ses actes. Une situation qui nous renvoie à cette citation de l'écrivain français Charles Perrault qui disait que rien au monde après l'espérance n'est plus trompeur que l'apparence. Voilà qui est bien dit, Alfred Ntchema. Merci d'être venu sur ce plateau. On se dit au revoir, mesdames et messieurs. Sur la brèche de ce soir se referme. À la semaine prochaine. Bonsoir.